Je vais donc commencer cette conférence sur une expérience associative à Sète dans le sud de la France, sur la création d'une épicerie associative qui s'appelle la COP Singulière. Alors, on reviendra certainement dans un certain nombre de questions après l'intervention sur quelques points de détail. Là, je vais dérouler mon exposé très simplement. Tout d'abord en vous parlant de l'origine de ce projet et les prémices. Alors, on est dans un contexte sociétal extrêmement porteur puisque notre association s'est créée en 2017, période où en France se voit se développer un certain nombre d'initiatives à la fois écologiques, associatives, autour du lien social et autour d'une meilleure alimentation. C'est donc dans ce cadre-là que, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, et en particulier dans des petites villes, se sont créées des initiatives du même type. On sait donc pour créer cette association, on a d'abord projeté un film dans un cinéma d'art et d'essai de la ville de Sète qui ouvre ses portes aux associations. C'est un film qui s'appelle Food Cop, qui est réalisé sur une énorme coopérative qui existe depuis plus de 30 ans à Brooklyn, en New York. Et à la suite de cette projection qui explique comment fonctionne une coopérative alimentaire, on a fait circuler tout simplement une feuille où les personnes intéressées par l'idée de monter le même type de projet sur Sète pouvaient s'inscrire. Et on a eu la très bonne surprise de voir d'entrée de jeu que 70 personnes s'étaient portées volontaires pour y réfléchir. Alors, quand je dis « on », en fait, sur Sète, comme dans beaucoup d'autres villes en France, existe un collectif qui s'appelle Sète en transition, qui réunit des personnes, l'initiative est née en Angleterre, qui réunit des personnes intéressées par la transition écologique. C'est un collectif informel qui se réunit tous les dimanches matins sur une des places de Sète pour voir un petit peu ce qu'on peut faire très concrètement pour aller vers une transition écologique de l'ensemble de la société. Et dans ce collectif sont nées plusieurs initiatives, par exemple une association sur les circulations douces dans la ville, ou encore des jardins partagés, ou encore un système d'échanges locaux. Et dans ce collectif assez important, un certain nombre de personnes ont eu l'idée de monter une coopérative alimentaire. Et c'est ce collectif Sète en transition qui a proposé au cinéma de projeter ce film. Alors, c'était une très bonne surprise parce qu'on pensait ne pas être si nombreux à être intéressés. Et donc, très très rapidement, on a été, je le répète, environ 70 personnes à réfléchir au système, au modèle qu'on voulait élaborer, sachant qu'il existait déjà beaucoup d'autres initiatives dont on pouvait s'inspirer. On a donc mis en place, dès le début, c'était en décembre 2016, des réunions préalables où venaient toutes les personnes qui le voulaient. On se réunissait soit dehors s'il faisait beau, soit dans un local associatif qui met à disposition son espace pour porter toutes sortes de projets. Et on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire. L'idée, c'était de créer un lieu d'échange convivial, ça c'était une des premières idées, mais aussi de mettre en place une démarche participative dès le début. On a donc un petit peu réfléchi et puis on a eu l'idée assez rapidement de faire venir des représentants d'initiatives déjà existantes. Par exemple, des coopératives qui pouvaient exister en région parisienne ou à Montpellier, une ville proche de Sète. Et au cours de ces discussions, on a commencé à affiner notre projet. Alors notre projet, il est quand même déterminé par la taille de la ville, parce que Sète, c'est une petite ville, on est 45 000 habitants, et souvent les projets qu'on a fait venir étaient portés dans des villes beaucoup plus importantes comme Montpellier ou même la région parisienne. Donc on savait qu'il nous fallait adapter notre projet à la taille de la ville. Sète ayant une autre caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'université, on a très peu de jeunes, il y a très peu de travail, on est beaucoup de retraités, alors actifs mais retraités, ce qui n'est pas du tout la même configuration, par exemple, qu'à Montpellier, où il y a une grosse université et beaucoup de jeunes étudiants, par exemple, qui sortent de formation, sont intéressés à développer des projets innovants et alternatifs, ce qui n'était pas notre cas. Donc ce sont des éléments prédéterminants dont il nous fallait tenir compte
et qui nous a conduit finalement à ne pas copier les modèles qu'on connaissait par ailleurs, mais à inventer notre propre modèle. Voilà un petit peu pour les prémices. Donc décembre 2016, projection d'un film. Avril 2017, création d'une association de préfiguration. Définition du nom, la COP singulière. Alors COP comme coopérative et singulière parce que Sète est une ville appelée l'île singulière. C'est un nom qui lui a été donné par le poète français Paul Valéry. À la suite de ces conférences avec des initiatives similaires et venant d'autres villes, on s'est réunis toute une journée, on était un peu plus de 70 là, toute une journée pour définir notre modèle par petits groupes de travail, par questions-réponses. Et au bout du compte, on a défini à la fois une éthique des principes fondateurs, une charte, et puis aussi les modalités du fonctionnement, le modèle économique qu'on voulait choisir. Alors, en ce qui concerne l'éthique et les principes fondateurs auxquels on doit toujours se référer pour conduire l'activité, le premier principe, c'était de permettre aux membres de maîtriser la qualité et le coût de leur consommation alimentaire, de ne pas être soumis au grand lobby du commerce alimentaire, et ce faisant, de court-circuiter la grande distribution, cesser de rémunérer des actionnaires avec nos besoins alimentaires quotidiens. Ça, c'était le premier principe, la maîtrise de la qualité et du coût de la consommation. Ensuite, on souhaitait offrir un cadre convivial et solidaire, bien sûr dans une optique non lucrative, ça ne devait rapporter d'argent à personne, même si bien sûr on s'assurait de l'équilibre économique de l'ensemble de l'activité. Tout en maintenant une transparence totale de l'ensemble des actes, d'achat, de vente, de gestion et d'administration. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas qu'il y ait un petit groupe, comme on a pu le voir dans d'autres structures, qui connaissent l'ensemble des paramètres de l'association, mais il s'agissait que ça soit partagé par tout le monde, d'où assez rapidement la création d'un site internet où étaient diffusées toutes les informations par exemple, et des réunions collectives et la mise à disposition des documents, qu'ils soient financiers, administratifs, organisationnels. Un autre des principes fondateurs était de favoriser le maintien, voire même l'installation de producteurs locaux respectueux de l'environnement, puisque notre idée était de favoriser les circuits courts, c'est-à-dire la relation directe entre le consommateur et le producteur. Alors, il faut dire que dans notre région proche, ça n'est pas très facile, parce que le sud de la France, là où on habite en particulier, donc sur la côte languedocienne, a très très peu de production agricole, c'est essentiellement le vin, donc on ne peut pas manger que du vin, et puis les huîtres, toute la production ostréicultrice de la région. Ce qui nous limite un petit peu dans notre souhait d'avoir des produits extrêmement localisés. On est obligé d'aller un petit peu plus loin dès qu'on trouve un peu plus d'eau et de verdure. L'un des principes fondateurs était également, c'est le dernier, créer un lieu de rencontre et de partage entre les adhérents, entre les membres de l'association. C'est-à-dire que tout le monde pourrait venir discuter des questions d'alimentation et de consommation, que ce soit un lieu de réflexion sur la façon dont on se nourrit, par exemple la question des végétariens, du respect de la vie animale, un tas de sujets comme cela, des conditions de production et surtout de rémunération des producteurs. Donc que ce soit un lieu, pas seulement un lieu de consommation, mais un lieu de réflexion, voire de proposition. Et on a par exemple aidé à la création de 2 producteurs, un boulanger qui fait son pain pour nous, et une productrice qui transforme les produits de l'étang de Thau, qui est un étang immense où il y a beaucoup de poissons et de coquillages. Donc voilà sur les principes qui fondaient un petit peu notre création. Comment ça se passe? Eh bien à partir, donc pendant quelques mois, de avril 2017 jusqu'à janvier 2018, on a fait des ventes pour tester nos capacités, pour tester l'organisation, dans des locaux prêtés par des adhérents ou par l'Église catholique, par exemple, gratuitement. On voulait être sûr d'avoir un noyau suffisant avant de lancer quelque chose de plus grande envergure avec l'allocation d'un magasin, avec l'engagement de dépenses plus importantes. Donc pendant quelques mois, alors c'est toujours facile les premiers mois parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, et puis en plus c'était d'avril à janvier, donc il fait très beau.
on a eu tous ces temps de rencontres, tous ces échanges et puis tous ces tests sur quelles relations avec les producteurs locaux, où est-ce qu'on trouve les autres produits qui par nature ne sont pas locaux, comme le café et le chocolat. Donc pour ça, par exemple, on s'est rapproché d'autres coopératives plus anciennes que nous, qui avaient déjà des fournisseurs éthiquement responsables et proches de nos valeurs, dont on a bénéficié de ces réseaux-là. Et puis en janvier 2018, l'office de HLM, c'est-à-dire l'office qui gère l'habitat social dans la ville de Sète, nous a proposé de nous louer à un prix extrêmement correct un local commercial, donc très adapté à notre activité, en plein centre-ville de Sète, donc accessible à tout le monde. Et en mars 2018, on a ouvert notre local avec le fonctionnement que je vais maintenant vous décrire. Alors au début, c'est un petit peu technique ce que je vais dire, au début on pensait créer une coopérative. Une coopérative, ça veut dire que des coopérateurs achètent des parts sociales et on avait imaginé ce statut-là avec des salariés, puisque c'était le modèle qu'on avait vu dans d'autres structures, avec une marge commerciale prise sur les produits pour pouvoir rémunérer les salariés et payer les frais de structure. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que c'était trop lourd pour nous, parce qu'encore une fois, on est une petite ville, on est surtout des retraités, on n'avait pas du tout ni les compétences ni l'envie surtout de se confronter à des problèmes de gestion trop lourds. Et on a décidé de rester sous statut associatif, qui dans le cadre de la loi 1901 en France est très souple et permet d'auto-définir son fonctionnement, ce qui nous allait beaucoup mieux pour quelque chose qu'on voulait léger et on ne voulait surtout pas passer beaucoup de temps à la gestion. Donc on est resté sous ce statut associatif. Le statut associatif en France, classiquement, la loi n'y oblige pas, mais classiquement a fait qu'on a un bureau, c'est-à-dire 3 ou 4 membres qui sont particulièrement responsables, et puis un conseil d'administration, 10 à 20 membres, qui coordonnent le travail. Très rapidement, on n'a pas souhaité garder ce schéma classique parce qu'on voulait être dans quelque chose de beaucoup plus participatif. Et donc on a inventé un petit peu, là c'est un peu notre spécificité, on a inventé un système où on a créé des groupes de travail par thématique, par exemple un groupe pour l'achat des produits, un groupe pour la gestion, un groupe pour la communication, un groupe, j'y reviendrai, pour le système informatique. Et 2 représentants de chacun de ces groupes ont constitué un collectif d'animation et de coordination qui se charge comme son nom l'indique, d'animer et surtout de faire circuler l'information entre les différents groupes, sachant que chaque groupe est autonome dans sa décision, en rend compte bien sûr à l'ensemble des adhérents, mais peut prendre des décisions rapides sans avoir à en référer à un bureau ou à un système centralisé. On souhaitait vraiment avoir une gouvernance partagée et sans hiérarchie. Alors c'est extrêmement innovant, c'est pas toujours facile, mais on s'y tient depuis le début. Donc on est resté sous statut associatif. Ce qu'on fait pour que les adhérents contribuent vraiment à la décision, c'est que en temps normal avant la pandémie, maintenant c'est plus compliqué, on fait chaque année une assemblée générale de tous les adhérents qui peuvent s'exprimer, et puis tous les 2 à 3 mois, un forum qui réunit tous les adhérents qui le souhaitent. En général, on était 70 à 80, sachant qu'actuellement on est entre 250 et 300 adhérents. Donc 70 à 80 personnes se réunissent une demi ou une journée entière pour régler les problèmes principaux qui ne peuvent pas forcément être réglés dans un seul groupe. C'est comme ça, cette façon-là, qu'on assure un fonctionnement le plus transparent, le plus démocratique possible. Ce qu'on a choisi aussi comme modèle, c'est que notre épicerie n'est ouverte qu'aux adhérents, c'est-à-dire que c'est une structure fermée. Il faut adhérer pour pouvoir acheter ces produits. Pourquoi? Parce que comme on a choisi le statut associatif, on n'a pas de capital, on n'a que les adhésions des adhérents qui permettent de couvrir les frais de structure. Les adhésions sont à un prix très bas, puisque c'est en moyenne 30 € par an et par personne pour adhérer à l'association, et c'est 15 € pour les gens qui sont aux minima sociaux.
Donc ça permet à tout le monde, ce qui était notre souhait, d'accéder à cette coopérative alimentaire. Donc ouverte aux seuls adhérents. On était en 2019, c'est-à-dire la dernière année de fonctionnement normal avant la pandémie, on était 340 adhérents. Avec la pandémie, ça a peu baissé parce que soit les gens ont peur du Covid, soit on n'a plus les moyens de faire de la communication. On y reviendra dans un point ultérieur. Ce qu'on a choisi aussi comme modèle, c'est de ne pas faire de marge commerciale. C'est-à-dire qu'on achète les produits et on les redistribue exactement au même prix. On ne prend pas de marge, ce qui nous permet de ne pas être fiscalisé, de ne pas payer d'impôts commerciaux, ce qui fait faire des économies importantes, mais qui nous empêche absolument d'avoir des salariés. Donc tout le fonctionnement repose sur les adhérents. Les adhérents sont tenus de faire chacun 2 heures par mois de travail bénévole. Bien sûr, la gestion globale demande plus de temps que ça. Donc on est environ une trentaine de personnes à donner beaucoup plus de temps pour que ça tourne, en étant investis dans les groupes que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà en gros le schéma. Après, sur les questions un petit peu techniques, mais qui sont indispensables, de trésorerie nécessaire pour pouvoir renouveler les stocks, par exemple, on demande à chaque adhérent de laisser sur son compte particulier, mais qui est sur le compte en banque de la COP, de laisser au moins 50 € en permanence pour pouvoir avoir un fonds de roulement, pour pouvoir renouveler les stocks. Alors le principe, c'est que, on va y revenir sur le système informatique, chacun met de l'argent d'avance dans la COP. Avec cet argent, on n'a pas d'échange de monnaie, ni de chèque, ni de carte bleue, aucun échange d'argent dans la COP. Tout se passe par l'informatique. Les gens abondent leur compte, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent sur le compte, qui reste à leur nom propre et qui reste leur propriété. Et sur cet argent, si possible, ils laissent 50 € à la COP tout le temps pour son fonds de roulement, et ils débitent chaque fois qu'ils achètent, sachant qu'ils achètent sur le système informatique. Donc tout ça est fait de façon numérique sans difficulté particulière. Donc notre choix, ça a été cet abondement de trésorerie pour pouvoir renouveler les stocks et les adhésions pour couvrir les frais de structure qui restent très modestes puisque c'est un local à un loyer modéré, un peu d'électricité, un peu d'eau, une assurance et voilà, c'est tout. On a choisi aussi, c'est important par rapport à d'autres modèles, de ne pas demander de subventions publiques pour rester complètement indépendant. Donc c'est un équilibre fragile qui repose sur la volonté des adhérents. Et là, ça va faire 4 ans et ça tourne très très bien. Alors sur les produits, vous l'avez compris, on n'a pas de fonds propres, donc on n'a pas d'investissement, on ne peut pas avoir d'armoire réfrigérée, on ne peut pas avoir de chambre froide. Tous les produits non périssables sont commandés sur le système informatique et on vient le chercher à l'épicerie. C'est un temps de rencontre avec les autres membres. Et tous les produits périssables, les produits frais qui viennent des producteurs locaux, eux sont en précommande, c'est-à-dire que tout le monde dit, on dit à l'ensemble des adhérents, voilà, il va arriver du poisson à tel prix, à telle date, précommandé. Une fois que les gens ont précommandé, nous on en fait la liste, on l'envoie au producteur qui nous livre uniquement ce qui a été précommandé, ce qui veut dire qu'on n'a jamais de perte. Parce qu'il faut bien comprendre que comme on ne prend pas de marge commerciale, on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes. Voilà le principe général. Et puis, dernière chose, ce fameux outil numérique. Alors, on a la chance de bénéficier d'un système qui est national, qui a été créé par des militants en région parisienne, qui ont mis à disposition de toutes les structures comme la nôtre, qui s'appellent des EPI. On est 45 actuellement en France, un système informatique très, très performant, qui donc est mis à notre disposition gratuitement, puisque eux se chargent de trouver des subventions pour financer les développements, et qui gère à la fois les adhésions, les comptes des adhérents, le planning des permanences, les achats, les livraisons et les achats individuels de chaque adhérent. Donc on a un système intégré qui fonctionne bien et qui s'améliore en permanence parce que c'est une équipe de bénévoles qui s'en occupe à Paris et qui tient compte des commentaires qu'on peut faire. Voilà en gros le schéma. Je pense que vous aurez des questions à poser, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Alors, quelques éléments complémentaires. Je vois qu'il me reste 10 minutes.
On a traversé, comme vous tous, comme nous tous, cette pandémie dont on n'est pas encore sorti, de la Covid, qui nous a créé un certain nombre de difficultés, encore que moins que d'autres associations qu'on peut connaître autour de nous. On a réussi à maintenir un fonctionnement collectif, même si on a perdu un certain nombre d'adhérents, et si on ne peut plus avoir surtout ces temps de rencontres très importants qui étaient, je l'ai évoqué, l'Assemblée générale et les forums de discussion où on peut réguler les petits conflits qui se créent inévitablement dans tout regroupement humain, et puis surtout imaginer des évolutions. On était un petit peu limité dans notre activité. Au tout début de la pandémie, c'est-à-dire fin février 2020, il s'est passé quelque chose qui a vraiment insatisfait une majorité d'adhérents, c'est que quelques personnes qui se sentaient plus responsables, notamment légalement, de la structure, ont un peu pris peur avec la pandémie et ont décidé de fermer la COP alors que les magasins alimentaires pouvaient rester ouverts. Ça a été décidé très vite. Une espèce de sentiment d'incertitude, d'inquiétude et de prudence excessive qui a été jugé très très dommageable par la majorité des adhérents parce qu'on se privait là d'un des seuls lieux de rencontre encore possibles dans la ville, puisque les magasins alimentaires permettaient au moins de se retrouver un petit peu. D'ailleurs, les gens en ont bien profité dans les centres commerciaux. Du coup, ça a été positif parce que ça nous a conduit à revoir notre système de décision, à ce que surtout on échappe à ce qu'on a souhaité depuis le début, c'est-à-dire une centralisation de la décision, ce dont on ne veut absolument pas. Donc cette décision malheureuse, dans un premier temps, finalement, a redonné de la vitalité à cette réflexion autour du partage de la décision. En revanche, c'est vrai que cette pandémie a dilué le lien social. On avait créé des activités périphériques à la COP, comme par exemple des ateliers d'apprentissage de l'anglais par le jeu, ou des ateliers de couture ou de travaux manuels, qui n'ont pu se tenir puisque c'était impossible avec la pandémie. Maintenant, au bout de plus d'un an, on voit que les gens ont vraiment besoin de ces moments pour se retrouver. Il va faire beau, on va pouvoir recréer ces instants en plein air, et puis les conditions en France s'élargissent quand même, de restrictions et de confinement s'élargissent, donc on sait que le lien est toujours là et que les gens ont envie de le retrouver, donc on est très optimiste sur ce qui va se passer malgré cette période difficile. Ce qu'on peut dire encore, c'est peut-être évoquer quelques facteurs de réussite. Alors je regarde le temps parce que 10, 30, 20, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Les facteurs de réussite, c'est principalement qu'on est arrivé, je dirais, au bon moment. C'est-à-dire que notre proposition, notre offre de création de cette association répondait à un besoin. C'était très net puisque tout de suite, en moins d'un an, on était 250 adhérents, ce qui était le plancher qu'il nous fallait pour pouvoir démarrer. Alors qu'au début, on ne savait pas du tout vers quoi on se dirigeait. On a vu très vite que, sans problème, on avait nos 250 adhérents. Donc, on répondait bien à un besoin. Ça, c'est vraiment un des éléments de réussite qui, je dirais, d'une certaine façon, ne nous appartient pas, qui appartient plus au contexte social et culturel en France. Ensuite, le facteur de réussite aussi, c'est que tout est collectif. C'est-à-dire que personne ne peut être seulement un consommateur. On est forcément des consommateurs. Ne serait-ce que parce qu'on doit donner 2 heures par mois. C'est l'occasion de rencontrer d'autres gens, d'échanger. Et ça crée du lien social, en particulier chez des gens qui sont retraités, qui n'ont plus forcément l'occasion de rencontrer d'autres personnes par leur travail. Et c'est vraiment un des facteurs de réussite de notre point de vue, parce qu'on n'est pas du tout simplement sur l'achat de produits pas chers et bons, parce qu'à la limite, il y a d'autres magasins qui le proposent, c'est plus cher chez eux puisqu'ils prennent une marge, mais il y a d'autres magasins qui proposent bio, des produits de qualité, mais il n'y a pas ce côté convivial, rencontre, échange, qui permet d'élargir vraiment le champ des relations, même autour d'autres choses que l'alimentation. Par exemple, des groupes de randonnée qui se créent autour de la COP, ou des groupes de personnes autour d'échanges de recettes de cuisine. Maintenant, les contraintes de notre modèle, du choix que nous avons fait, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles on les a fait, mais ils ont des contraintes. C'est d'abord qu'on a une économie très modeste,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir, je l'ai expliqué, on n'a pas du tout de capital, donc on ne peut pas investir, ce qui nous oblige à toujours inventer avec des systèmes de récupération, de bricolage entre soi. C'est par exemple nous qui avons fabriqué les étagères, qui avons récupéré des ordinateurs. Donc c'est un petit peu contraignant parfois quand on voudrait se développer davantage. Par exemple, il y a en débat la question d'avoir des chambres froides pour avoir des produits frais en permanence et pas seulement sur précommande. La vraie contrainte que nous ressentons, nous, mais qui est en même temps un énorme avantage, donc on n'est pas prêt à s'en défaire, ce sont les outils informatiques qui éloignent de notre projet les gens qui ne veulent pas utiliser un ordinateur ou qui ne peuvent pas, et qui exigent quand même une forme de rigueur, par exemple dans le système de précommande. On ne peut pas arriver à l'épicerie et dire, comme dans un supermarché, je prends mon panier et je prends ce qui me tente. Non, c'est fini ça, c'est pas du tout le mode de consommation qu'on souhaite développer. Donc ça veut dire que je suis chez moi, je regarde la liste des produits proposés sur mon ordinateur, je les précommande, puis je vais à l'épicerie. Ça change totalement le mode de consommation. On n'est plus devant la consommation impulsive, devant le petit paquet de bonbons qui va faire plaisir aux gamins quand on va rentrer à la maison. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, il y a des gens qui ça ne convient pas. On est nombreux à trouver que c'est vraiment très bien parce que du coup, on n'est plus sur l'achat compulsif, idiot, qu'on regrette après quand on est sorti du magasin ou qui nous fait inutilement dépenser de l'argent. Mais il y a des gens qui ça ne convient pas, donc ça limite forcément notre nombre d'adhérents. Voilà, me semble-t-il, les éléments principaux à communiquer avant la discussion et les questions que vous aurez à poser. Quelques mots sur les perspectives. On a cette obligation d'avoir 250 à 300 adhérents par an pour pouvoir payer nos frais de structure en restant sur un niveau de cotisation très modeste. Classiquement, toutes les autres structures, quelle que soit leur taille ou leur modèle économique, constatent la même chose. On a presque 30% de turnover chaque année, c'est-à-dire de personnes qui ne réadhèrent pas ou qui ne reviennent pas. Soit qu'elles partent, parce que Sète est une ville où on arrive vite, mais on repart vite aussi, soit qu'elles déménagent, soit qu'elles soient malades, soit qu'elles aient des problèmes familiaux, ce qui arrive à un pourcentage régulier de personnes, soit que le système finalement leur paraît trop lourd et qui abandonnent. Donc il nous faut chaque année retrouver presque une centaine de nouveaux adhérents. Enfin, on a un noyau dur de 200 qui ne bougera pas, mais il nous faut retrouver une centaine d'adhérents chaque année. Donc ça, c'est un vrai travail de communication et de conviction à faire autour de nous. En termes de perspective, on a aussi de développer davantage les produits frais locaux, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours facile dans notre région, mais plus on avance et plus on s'aperçoit qu'on a des petits producteurs un peu cachés, méconnus, dans l'arrière-pays, qui sont prêts à nous proposer des produits très très bons. Par exemple, on vient de découvrir un éleveur de truites dans le département, dans un endroit un petit peu montagneux. On va pouvoir avoir des truites, alors pour le moment, on ne mangeait que des poissons de mer ou d'étang. Et puis, comme perspective, on a aussi, bien sûr, d'essaimer, c'est-à-dire de faire des petits. On a déjà aidé à la création d'une structure comme la nôtre dans une petite ville qui s'appelle Pézenas, qui a 25 km de Sète. Ils ont pris notre modèle, on les a beaucoup aidés et on est prêt à en aider d'autres. Et éventuellement, créer dans la ville, à moyen terme, une autre épicerie associative sur le même modèle, mais avec une nouvelle équipe, pour que les gens, parce que la ville est pas très grande, mais quand même un peu grande, pour qu'on puisse avoir une épicerie dans un autre quartier et plus dirigée vers le quartier d'habitat social de la ville de Sète. Voilà ce que j'avais à dire. Je laisse la place aux questions. Merci.